Cette idée de spectacle germa vite dans la tête de Bovary, car aussitôt il en fit part à sa femme, qui refusa tout d'abord, alléguant la fatigue, le dérangement, la dépense, mais, par extraordinaire, Charles ne céda pas, tant il jugeait cette récréation lui devoir être profitable. Il n'y voyait aucun empêchement, sa mère leur avait expédié 300 francs sur lesquels il ne comptait plus, les dettes courantes n'avaient rien d'énorme, et l'échéance des billets à payer au Sieur-Lheureux était encore si longue, qu'il n'y fallait pas songer. D'ailleurs, imaginant qu'elle y mettait de la délicatesse, Charles insista davantage, si bien qu'elle finit, à force d'obsession, par se décider. Et, le lendemain, à 8 heures, ils s'emballèrent dans l'Hirondelle. L'apothicaire, que rien ne retenait à Yonville, mais qui se croyait contraint de n'en pas bouger, soupira en les voyant partir. « Allons, bon voyage. » leur dit-il, « heureux mortel que vous êtes. » Puis, s'adressant à Emma, qui portait une robe de soie bleue à 4 falbalas. « Je vous trouve jolie comme un amour. Vous allez faire Florès à Rouen. » La diligence descendait à l'hôtel de la Croix-Rouge, sur la place Beauvoisine. C'était une de ces auberges comme il y en a dans tous les faubourgs de province, avec de grandes écuries et de petites chambres à coucher, où l'on voit au milieu de la cour des poules picorant l'avoine sous les cabriolets crottés des commis voyageurs, bon vieux gîte à balcon de bois vermoulu qui craque au vent dans les nuits d'hiver, continuellement plein de monde, de vacarme et de mangeailles, dont les tables noires sont poissées par les glorias, les vitres épaisses jaunies par les mouches, les serviettes humides tachées par le vin bleu, et qui, sentant toujours le village, comme des valets de ferme habillés en bourgeois, ont un café sur la rue, et du côté de la campagne un jardin à légumes. Charles immédiatement se mit en course. Il confondit l'avant-scène avec les galeries, le parquet avec les loges, demanda des explications, ne les comprit pas, fut renvoyé. Du contrôleur au directeur, revint à l'auberge, retourna au bureau, et, plusieurs fois ainsi, arpenta toute la longueur de la ville, depuis le théâtre jusqu'au boulevard. Madame s'acheta un chapeau, des gants, un bouquet. Monsieur craignait beaucoup de manquer le commencement, et, sans avoir eu le temps d'avaler un bouillon, ils se présentèrent devant les portes du théâtre, qui étaient encore fermées. 15. La foule stationnait contre le mur, parquée symétriquement entre des balustrades. À l'angle des rues voisines, deux gigantesques affiches répétaient en caractères baroques. Souligné Lucie II. La mère mort soulignée. La Gardie. Opéra. Etc. Il faisait beau, on avait chaud, la sueur coulait dans les frisures, tous les mouchoirs tirés épongeaient les fronts rouges, et parfois un vent tiède, qui soufflait de la rivière, agitait mollement la bordure des tentes. Encoutis suspendus à la porte des estaminets. Un peu plus bas, cependant, on était rafraîchi par un courant d'air glacial qui sentait le suif, le cuir et l'huile. C'était l'exhalaison de la rue des Charrettes, pleine de grands magasins noirs où l'on roule des barriques. De peur de paraître ridicule, Emma voulut, avant d'entrer, faire un tour de promenade sur le port, et Bovary, par prudence, garda les billets à sa main, dans la poche de son pantalon, qu'il appuyait contre son ventre. Un battement de cœur la prit dès le vestibule. Elle sourit, involontairement de vanité, en voyant la foule qui se précipitait à droite par l'autre corridor, tandis qu'elle montait l'escalier. Des premières, elle eut plaisir, comme un enfant, à pousser de son doigt les larges portes tapissées, elle aspira de toute sa poitrine l'odeur poussiéreuse des couloirs, et, quand elle fut assise dans sa loge, elle se cambra la taille avec une désinvolture de duchesse. La salle commençait à se remplir, on tirait les lorgnettes de leurs étuis, et les abonnés, s'apercevant de loin, se faisaient des salutations. Ils venaient se délasser dans les beaux-arts des inquiétudes de la vente, mais, n'oubliant point les affaires, ils causaient encore coton, 3-6 ou indigo. On voyait là des têtes de vieux, inexpressives et pacifiques, et qui, blanchâtres de chevelure et de teint, ressemblaient à des médailles d'argent, ternies par une vapeur de plomb. Les jeunes beaux se pavanaient au parquet, étalant,
dans l'ouverture de leur gilet, leur cravate. Rose ou vert pomme, et Madame Bovary les admirait d'en haut, appuyant sur des badines à pommes d'or la paume tendue de leurs gants jaunes. Cependant, les bougies de l'orchestre s'allumèrent, le lustre descendit du plafond, versant, avec le rayonnement de ses facettes, une gaieté subite dans la salle, puis les musiciens entrèrent les uns après les autres, et ce fut d'abord un long charivari de basses ronflants, de violons grinçants, de pistons trompettant, de flûtes et de flageolets qui gueulaient. Mais on entendit 3 coups sur la scène, un roulement de timbales commença, les instruments de cuivre plaquèrent des accords, et le rideau, se levant, découvrit un paysage. C'était le carrefour d'un bois, avec une fontaine, à gauche, ombragée par un chêne. Des paysans et des seigneurs, le plaid sur l'épaule, chantaient tous ensemble une chanson de chasse, puis il survint un capitaine, qui invoquait l'ange du mal en levant au ciel ses 2 bras, un autre parut, ils s'en allèrent, et les chasseurs reprirent. Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott. Il lui semblait entendre, à travers le brouillard, le son des cornemuses écossais se répéter sur les bruyères. D'ailleurs, le souvenir du roman facilitant l'intelligence du libretto, elle suivait l'intrigue phrase à phrase, tandis que, d'insaisissables pensées qui lui revenaient, se dispersaient, aussitôt, sous les rafales de la musique. Elle se laissait aller au bercement des mélodies, et se sentait elle-même vibrer de tout son être comme si les archets des violons se fussent promenés sur ses nerfs. Elle n'avait pas assez d'yeux pour contempler les costumes, les décors, les personnages, les arbres peints qui tremblaient quand on marchait, et les toques de velours, les manteaux, les épées, toutes ces imaginations qui s'agitaient dans l'harmonie comme dans l'atmosphère d'un autre monde. Mais une jeune femme s'avança en jetant une bourse à un écuyer vert. Elle resta seule, et alors on entendit une flûte qui faisait comme un murmure de fontaine ou comme des gazouillements d'oiseaux. Lucie entama d'un air brave sa cavatine en sol majeur, elle se plaignait d'amour, elle demandait des ailes. Emma, de même, aurait voulu, fuyant la vie, s'envoler dans une étreinte. Tout à coup, Edgar Lagardy parut. Il avait une de ces pâleurs splendides qui donnent quelque chose de la majesté des marbres, aux rases ardentes du midi. Sa taille vigoureuse était prise dans un pourpoint de couleur brune, un petit poignard ciselé lui battait sur la cuisse gauche, et il roulait des regards langoureusement en découvrant ses dents blanches. On disait qu'une princesse polonaise, l'écoutant un soir chanter sur la plage de Biarritz, où il radoubait des chaloupes, en était devenue amoureuse. Elle s'était ruinée à cause de lui. Il l'avait plantée là pour d'autres femmes, et cette célébrité sentimentale ne laissait pas que de servir à sa réputation artistique. Le cabotin diplomate avait même soin de faire toujours glisser dans les réclames une phrase poétique sur la fascination de sa personne et la sensibilité de son âme. Un bel organe, un imperturbable aplomb, plus de tempérament que d'intelligence et plus d'emphase que de lyrisme, achevait de rehausser cette admirable nature de charlatan, où il y avait du coiffeur et du toréador. Dès la première scène, il enthousiasma. Il pressait Lucie dans ses bras, il la quittait, il revenait, il semblait désespéré, il avait des éclats de colère, puis des râles élégiaques d'une douceur infinie, et les notes s'échappaient de son cou nu, pleines de sanglots et de baisers. Emma se penchait pour le voir, égratignant avec ses ongles le velours de sa loge. Elle s'emplissait le cœur de ces lamentations mélodieuses qui se traînaient à l'accompagnement des contrebasses, comme des cris de naufragés dans le tumulte d'une tempête. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa conscience, et cette illusion qui la charmait quelque chose même de sa vie. Mais personne sur la terre ne l'avait aimé d'un pareil amour. Il ne pleurait pas comme Edgar, le dernier soir, au clair de lune, lorsqu'il se disait « À demain, à demain ». La salle craquait sous les bravos, on recommença la strette entière, les amoureux parlaient des fleurs de leur tombe, de serments, d'exil, de fatalité, d'espérance, et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu,
qui se confondit avec la vibration des derniers accords. Pourquoi donc, demanda Bovary, ce seigneur est-il Allah persécuté? Mais non, répondit-elle, c'est son amant. Pourtant il jure de se venger sur sa famille, tandis que l'autre, celui qui est venu tout à l'heure, disait: j'aime Lucie et je m'en crois aimé. D'ailleurs, il est parti. Avec son père, bras dessus, bras dessous. Car c'est bien son père, n'est-ce pas, le petit lait qui porte une plume de coq à son chapeau? Malgré les explications d'Emma, dès le duo récitatif où Gilbert expose à son maître Acheton ses abominables manœuvres, Charles, en voyant le faux anneau de fiançailles, qui doit abuser Lucie, crut que c'était un souvenir d'amour envoyé par Edgar. Il avouait, du reste, ne pas comprendre l'histoire, à cause de la musique, qui nuisait beaucoup aux paroles. Qu'importe, dit Emma, tais-toi. C'est que j'aime, reprit-il en se penchant sur son épaule, à me rendre compte, tu sais bien. Tais-toi. Tais-toi. Fit-elle impatientée. Lucie s'avançait, à demi soutenue par ses femmes, une couronne d'oranger dans les cheveux, et plus pâle que le satin blanc de sa robe. Emma rêvait au jour de son mariage, et elle se revoyait là, bas, au milieu des blés, sur le petit sentier, quand on marchait vers l'église. Pourquoi donc n'avait-elle pas, comme celle-là, résisté, supplié? Elle était joyeuse, au contraire, sans s'apercevoir de l'abîme, où elle se précipitait. Ah! Si, dans la fraîcheur de sa beauté, avant les souillures du mariage et la désillusion de l'adultère, elle avait pu placer sa vie sur quelque grand cœur solide, alors la vertu, la tendresse, les voluptés et le devoir se confondant, jamais elle ne serait descendue d'une félicité si haute. Mais ce bonheur-là, sans doute, était un mensonge imaginé pour le désespoir de tout désir. Elle connaissait, à présent, la petitesse des passions, que l'art exagérait. S'efforçant donc d'en détourner sa pensée, Emma voulait ne plus voir dans cette reproduction de ses douleurs qu'une fantaisie plastique bonne à amuser les yeux, et même elle souriait intérieurement d'une pitié dédaigneuse, quand au fond du théâtre, sous la portière de velours, un homme apparut en manteau noir. Son grand chapeau à l'espagnol tomba dans un geste qu'il fit, et aussitôt les instruments et les chanteurs entonnèrent le sextuor. Edgar, étincelant de furie, dominait tous les autres de sa voix plus claire. Acheton lui lançait en notes graves des provocations. Homicide, Lucie poussait sa plainte aiguë, Arthur modulait à l'écart des sons moyens, et la basse-taille du ministre ronflait comme un orgue, tandis que les voix de femmes, répétant ces paroles, reprenaient en chœur, délicieusement. Ils étaient tous sur la même ligne à gesticuler, et la colère, la vengeance, la jalousie, la terreur, la miséricorde et la stupéfaction s'exhalaient à la fois de leur bouche entr'ouverte. L'amoureux, outragé, brandissait son épée nue, sa collerette de guipure se levait par saccades, selon les mouvements de sa poitrine, et il allait de droite et de gauche, à grands pas, faisant sonner contre les planches les éperons vermeils de ses bottes molles, qui s'évasaient à la cheville. Il devait avoir, pensait-elle, un intarissable amour, pour en déverser sur la foule assez large. Effluve. Toutes ces velléités de dénigrement s'évanouissaient sous la poésie du rôle qui l'envahissait, et, entraînée vers l'homme par l'illusion du personnage, elle tâcha de se figurer sa vie, cette vie retentissante, extraordinaire, splendide, et qu'elle aurait pu mener cependant, si le hasard l'avait voulu. Il se serait connu, il se serait aimé. Avec lui, par tous les royaumes de l'Europe, elle aurait voyagé de capitale en capitale, partageant ses fatigues et son orgueil, ramassant les fleurs qu'on lui jetait, brodant elle-même ses costumes, puis, chaque soir, au fond d'une loge, derrière la grille à treillis d'or, elle eût recueilli, béante, les expansions de cette âme qui n'aurait chanté que pour elle seule, de la scène, tout en jouant, il l'aurait regardée. Mais une folie la saisit, il la regardait, c'est sûr. Elle eut envie de courir dans ses bras pour se réfugier en sa force, comme dans l'incarnation de l'amour même, et de lui dire, de s'écrier: enlève-moi, emmène-moi, partons. À toi, à toi.
toutes mes ardeurs et tous mes rêves. Le rideau se baissa. L'odeur du gaz se mêlait aux haleines, le vent des éventails rendait l'atmosphère plus étouffante. Emma voulut sortir, la foule encombrait les corridors, et elle retomba dans son fauteuil avec des palpitations qui la suffoquaient. Charles, ayant peur de la voir s'évanouir, courut à la buvette lui chercher un verre d'orgeat. Il eut grande-peine à regagner sa place, car on lui heurtait les coudes à tous les pas, à cause du verre qu'il tenait entre ses mains, et même il en versa les 3/4 sur les épaules d'une rouennaise en manches courtes, qui, sentant le liquide froid lui couler dans les reins, jeta des cris de pan, comme si on l'eût assassiné. Son mari, qui était un filateur, s'emporta contre le maladroit, et, tandis qu'avec son mouchoir elle épongeait les taches sur sa belle robe de taffetas cerise, il murmurait d'un ton bourru les mots d'indemnité, de frais, de remboursement. Enfin, Charles arriva près de sa femme, en lui disant tout essoufflé: J'ai cru, ma foi, que j'y resterais. Il y a un monde. Un monde. Il ajouta. Devine un peu qui j'ai rencontré là-haut? Monsieur Léon. Léon? Lui-même. Il va venir te présenter ses civilités. Et, comme il achevait ces mots, l'ancien clerc d'Yonville entra dans la loge. Il tendit sa main avec un sans-façon de gentilhomme, et Madame Bovary machinalement avança la sienne, sans doute obéissant à l'attraction d'une volonté plus forte. Elle ne l'avait pas senti depuis ce soir de printemps, où il pleuvait sur les feuilles vertes, quand ils se dirent adieu, debout au bord de la fenêtre. Mais, vite, se rappelant à la convenance de la situation, elle secoua dans un effort cette torpeur de ses souvenirs et se mit à balbutier des phrases rapides. Ah! Bonjour. Comment? Vous voilà? Silence. Cria une voix du parterre, car le 3e acte commençait. Vous êtes donc à Rouen? Oui. Et depuis quand? À la porte. À la porte. On se tournait vers eux, ils se turent. Mais, à partir de ce moment, elle n'écouta plus, et le cœur des conviés, la scène d'Ashton et de son valet, le grand duo en ré majeur, tout passa pour elle dans l'éloignement, comme si les instruments fussent devenus moins sonores et les personnages plus reculés. Elle se rappelait les parties de cartes chez le pharmacien, et la promenade chez la nourrice, les lectures sous la tonnelle, les tête-à-tête au coin du feu, tout ce pauvre amour si calme et si long, si discret, si tendre, et qu'elle avait oublié. Cependant, pourquoi donc revenait-il? Quelle combinaison d'aventures le replaçait dans sa vie? Il se tenait derrière elle, s'appuyant de l'épaule contre la cloison, et, de temps à autre, elle se sentait frissonner sous le souffle tiède de ses narines, qui lui descendait dans la chevelure. « Est-ce que cela vous amuse ?» dit-il en se penchant sur elle de si près, que la pointe de sa moustache lui effleura la joue. Elle répondit nonchalamment. « Oh! Mon Dieu, non. Pas beaucoup. » Alors il fit la proposition de sortir du théâtre, pour aller prendre des glaces quelque part. « Ah! Pas encore. Restons, dit Bovary. Elle a les cheveux dénoués, cela promet d'être tragique. Mais la scène de la folie n'intéressait point Emma, et le jeu de la chanteuse lui parut exagéré. Elle crie trop fort, dit-elle en se tournant vers Charles, qui écoutait. Oui, peut-être. Un peu, répliqua-t-il, indécis entre la franchise de son plaisir et le respect qu'il portait aux opinions de sa femme. Puis Léon dit en soupirant. Il fait une chaleur insupportable. C'est vrai. Es-tu gêné? Demanda Bovary. Oui, j'étouffe, partons. Monsieur Léon posa délicatement sur ses épaules son long châle de dentelle, et ils allèrent tous les trois s'asseoir sur le port, en plein air, devant le vitrage d'un café. Il fut d'abord question de sa maladie, bien qu'Emma interrompit Charles de temps à autre, par crainte, disait-elle, d'ennuyer Monsieur Léon, et celui-ci leur raconta qu'il venait à Rouen passer 2 ans dans une forte étude, afin de se rompre aux affaires, qui étaient différentes en Normandie de celles que l'on traitait à Paris.
Puis il s'informa de Berthe, de la famille Eumet, de la mère Lefrançois, et, comme il n'avait, en présence du mari, rien de plus à se dire, bientôt la conversation s'arrêta. Des gens qui sortaient du spectacle, passèrent sur le trottoir, tout fredonnant ou braillant à plein gosier, au bel ange, ma Lucie. Alors Léon, pour faire le dilettante, se mit à parler musique. Il avait vu Tamburini, Rubini, Persiani, Grisi, et à côté d'eux, la Gardie, malgré ses grands éclats, ne valait rien. Pourtant, interrompit Charles qui mordait à petits coulsons. Sorbet au rhum, on prétend qu'au dernier acte il est admirable. Tout à fait, je regrette d'être parti avant la fin, car ça commençait à m'amuser. Au reste, reprit le clerc, il donnera bientôt une autre représentation. Mais Charles répondit qu'il s'en allait dès le lendemain. À moins, ajouta-t-il en se tournant vers sa femme, que tu ne veuilles rester seul, mon petit chat. Et, changeant de manœuvre devant cette occasion inattendue qui s'offrait à son espoir, le jeune homme entama l'éloge de la Gardie. Dans le morceau final, c'était quelque chose de superbe, de sublime. Alors Charles insista. Tu reviendrais dimanche. Voyons, décide-toi. Tu as tort, si tu sens le moins du monde que cela te fait du bien. Cependant les tables, alentour, se dégarnissaient, un garçon vint discrètement se poster près d'eux, Charles qui comprit, tira sa bourse, le clerc le retint par le bras, et même n'oublia point de laisser, en plus, 2 pièces blanches, qu'il fit sonner contre le marbre. Je suis fâché, vraiment, murmura Bovary, de l'argent que vous. L'autre eut un geste dédaigneux plein de cordialité, et, prenant son chapeau. C'est convenu, n'est-ce pas, demain, à 6 heures? Charles se récria encore une fois, qu'il ne pouvait s'absenter plus longtemps, mais rien n'empêchait Emma. C'est que, balbutia-t-elle avec un singulier sourire, je ne sais pas trop. Eh bien, tu réfléchiras, nous verrons, la nuit porte conseil. Puis à Léon, qui les accompagnait. Maintenant que vous voilà dans nos contrées, vous viendrez, j'espère de temps à autre, nous demander à dîner. Le clerc affirma qu'il n'y manquerait pas, ayant d'ailleurs besoin de se rendre à Yonville, pour une affaire de son étude. Et l'on se sépara devant le passage Saint-Herblanc, au moment où 11 heures et demie sonnaient à la cathédrale. Troisième partie. Monsieur Léon, tout en étudiant son droit, avait passablement fréquenté la Chaumière, où il obtint même de fort jolis succès près des grisettes, qui lui trouvaient l'air distingué. C'était le plus convenable des étudiants. Il ne portait les cheveux ni trop longs, ni trop courts, ne mangeait pas le premier du mois l'argent de son trimestre, et se maintenait en de bons termes avec ses professeurs. Quant à faire des excès, il s'en était toujours abstenu, autant par pusillanimité, que par délicatesse. Souvent, lorsqu'il restait à lire dans sa chambre, ou bien assis le soir sous les tilleuls du Luxembourg, il laissait tomber son code par terre, et le souvenir d'Emma lui revenait. Mais peu à peu, ce sentiment s'affaiblit, et d'autres convoitises s'accumulèrent par-dessus, bien qu'il persistât cependant à travers elle, car Léon ne perdait pas toute espérance, et il y avait pour lui comme une promesse incertaine, qui se balançait dans l'avenir, tel qu'un fruit d'or suspendu à quelque feuillage fantastique. Puis, en la revoyant après 3 années d'absence, sa passion se réveilla. Il fallait, pensa-t-il, se résoudre enfin à la vouloir posséder. D'ailleurs, sa timidité s'était usée au contact des compagnies folâtres, et il revenait en province, méprisant tout ce qui ne foulait pas d'un pied verni l'asphalte du boulevard, auprès d'une Parisienne en dentelle, dans le salon de quelque docteur illustre, personnage à décoration et à voiture, le pauvre clerc, sans doute, eût tremblé comme un enfant, mais ici, à Rouen, sur le port, devant la femme de ce petit médecin, il se sentait à l'aise, sûr d'avance qu'il éblouirait. L'aplomb dépend des milieux où il se pose. On ne parle pas à l'entresol, comme au 4e étage, et la femme riche semble avoir autour d'elle, pour garder sa vertu, tous ses billets de banque, comme une cuirasse, dans la doublure de son corset.
En quittant la veille au soir Monsieur et Madame Bovary, Léon, de loin, les avait suivis dans la rue, puis les ayant vus s'arrêter à la Croix-Rouge, il avait tourné les talons, et passé toute la nuit à méditer un plan. Le lendemain donc, vers 5 heures, il entra dans la cuisine de l'auberge, la gorge serrée, les joues pâles, et avec cette résolution des poltrons que rien n'arrête. Monsieur n'y est point, répondit un domestique. Cela lui parut de bon augure. Il monta. Elle ne fut pas troublée à son abord, elle lui fit, au contraire, des excuses pour avoir oublié de lui dire où ils étaient descendus. Oh! Je l'ai deviné, reprit Léon. Comment? Il prétendit avoir été guidé vers elle, au hasard, par un instinct. Elle se mit à sourire, et aussitôt, pour réparer sa sottise, Léon raconta qu'il avait passé sa matinée à la chercher successivement dans tous les hôtels de la ville. Vous vous êtes donc décidé à rester? Ajouta-t-il. Oui, dit-elle, et j'ai eu tort. Il ne faut pas s'accoutumer à des plaisirs impraticables, quand on a autour de soi 1000 exigences. Oh, je m'imagine. Eh, non, car vous n'êtes pas une femme, vous. Mais les hommes avaient aussi leurs chagrins, et la conversation s'engagea par quelques réflexions philosophiques. Emma s'étendit beaucoup sur la misère des affections terrestres et l'éternel isolement où le cœur reste enseveli. Pour se faire valoir, ou par une imitation naïve de cette mélancolie qui provoquait la sienne, le jeune homme déclara s'être ennuyé prodigieusement tout le temps de ses études. La procédure l'irritait, d'autres vocations l'attiraient, et sa mère ne cessait, dans chaque lettre, de le tourmenter. Car il précisait de plus en plus les motifs de leur douleur, chacun, à mesure qu'il parlait, s'exaltant un peu dans cette confidence progressive. Mais il s'arrêtait quelquefois devant l'exposition complète de leur idée, et cherchait alors à imaginer une phrase qui pût la traduire cependant. Elle ne confessa point sa passion pour un autre, il ne dit pas qu'il l'avait oublié. Peut-être ne se rappelait-il plus ses soupers après le bal, avec des débardeuses, et elle ne se souvenait pas sans doute des rendez-vous d'autrefois, quand elle courait le matin dans les herbes, vers le château de son amant. Les bruits de la ville arrivaient à peine jusqu'à eux, et la chambre semblait petite, tout exprès pour resserrer davantage leur solitude. Emma, vêtue d'un peignoir en basin, appuyait son chignon contre le dossier du vieux fauteuil, le papier jaune de la muraille faisait comme un fond d'or derrière elle, et sa tête nue se répétait dans la glace, avec la raie blanche au milieu, et le bout de ses oreilles dépassant sous ses bandeaux. Mais pardon, dit-elle, j'ai tort. Je vous ennuie avec mes éternelles plaintes. Non, jamais. Jamais. Si vous saviez, reprit-elle, en levant au plafond ses beaux yeux qui roulaient une larme, tout ce que j'avais rêvé. Et moi, donc. Oh, j'ai bien souffert. Souvent je sortais, je m'en allais, je me traînais le long des quais, m'étourdissant au bruit de la foule sans pouvoir bannir l'obsession qui me poursuivait. Il y a sur le boulevard, chez un marchand d'estampes, une gravure italienne, qui représente une muse. Elle est drapée d'une tunique et elle regarde la lune, avec des myosotis sur sa chevelure dénouée. Quelque chose incessamment me poussait là, j'y suis resté des heures entières. Puis, d'une voix tremblante. Elle vous ressemblait un peu. Madame Bovary détourna la tête, pour qu'il ne vît pas sur ses lèvres l'irrésistible sourire, qu'elle y sentait monter. Souvent, reprit-il, je vous écrivais des lettres qu'ensuite je déchirais. Elle ne répondait pas. Il continua. Je m'imaginais quelquefois, qu'un hasard vous amènerait. J'ai cru vous reconnaître au coin des rues, et je courais après tous les fiacres où flottait à la portière un châle, un voile pareil au vôtre. Elle semblait déterminée à le laisser parler sans l'interrompre. Croisant les bras et baissant la figure, elle considérait la rosette de ses pantoufles, et elle faisait dans leur satin de petits mouvements, par intervalles, avec les doigts de son pied. Cependant, elle soupira. Ce qu'il y a de plus lamentable, n'est-ce pas, c'est de traîner, comme moi, une existence inutile, si nos douleurs
pouvait servir à quelqu'un, on se consolerait dans la pensée du sacrifice. Il se mit à vanter la vertu, le devoir et les immolations. Silencieuse, ayant lui-même un incroyable besoin de dévouement, qu'il ne pouvait assouvir. J'aimerais beaucoup, dit-elle, à être une religieuse d'hôpital. Hélas, répliqua-t-il, les hommes n'ont point de ces missions saintes, et je ne vois nulle part aucun métier, à moins peu, être que celui de médecin. Avec un haussement léger de ses épaules, Emma l'interrompit pour se plaindre de sa maladie, où elle avait manqué mourir. Quel dommage. Elle ne souffrirait plus maintenant. Léon tout de suite envia le calme du tombeau, et même, un soir, il avait écrit son testament en recommandant qu'on l'ensevelît dans ce beau couvre-pied, à bande de velours, qu'il tenait d'elle, car c'est ainsi qu'ils auraient voulu avoir été, l'un et l'autre se faisant un idéal sur lequel ils ajustaient à présent leur vie passée. D'ailleurs, la parole est un laminoir, qui allonge toujours les sentiments. Mais à cette invention du couvre-pied. Pourquoi donc? Demanda-t-elle. Pourquoi? Il hésitait. Parce que je vous ai bien aimé. Et, s'applaudissant d'avoir franchi la difficulté, Léon, du coin de l'œil, épia sa physionomie. Ce fut comme le ciel, quand un coup de vent chasse les nuages. L'amas des pensées tristes, qui les assombrissaient parut se retirer de ses yeux bleus, tout son visage rayonna. Il attendait. Enfin elle répondit. Je m'en étais toujours douté. Alors, ils se racontèrent les petits événements de cette existence lointaine, dont ils venaient de résumer, par un seul mot, les plaisirs et les mélancolies. Il se rappelait le berceau de Clématite, les robes qu'elle avait portées, les meubles de sa chambre, toute sa maison. Et nos pauvres cactus, où sont-ils? Le froid les a tués cet hiver. Ah! Que j'ai pensé à eux, savez-vous? Souvent je les revoyais. Comme autrefois, quand, par les matins d'été, le soleil frappait sur les jalousies. Et j'apercevais vos deux bras nus qui passaient entre les fleurs. Pauvre ami, fit-elle en lui tendant la main. Léon, bien vite, y colla ses lèvres. Puis, quand il eut largement respiré. Vous étiez, dans ce temps-là, pour moi, je ne sais quelle force incompréhensible qui captivait ma vie. Une fois, par exemple, je suis venu chez vous, mais vous ne vous en souvenez pas, sans doute? Si, dit-elle. Continuez. Vous étiez en bas, dans l'antichambre, prête à sortir, sur la dernière marche. Vous aviez même un chapeau à petites fleurs bleues, et, sans nulle invitation de votre part, malgré moi, je vous ai accompagné. À chaque minute, cependant, j'avais de plus en plus conscience de ma sottise, et je continuais à marcher près de vous, n'osant vous suivre tout à fait, et ne voulant pas vous quitter. Quand vous entriez dans une boutique, je restais dans la rue, je vous regardais par le carreau défaire vos gants et compter la monnaie sur le comptoir. Ensuite vous avez sonné chez Madame Tuvache, on vous a ouvert, et je suis resté comme un idiot devant la grande porte lourde, qui était retombée sur vous. Madame Bovary, en l'écoutant, s'étonnait d'être si vieille. Toutes ces choses qui réapparaissaient lui semblaient élargir son existence. Cela faisait comme des immensités sentimentales où elle se reportait, et elle disait de temps à autre, à voix basse et les paupières à demi fermées. Oui, c'est vrai. Point. C'est vrai. C'est vrai. Ils entendirent 8 heures sonner aux différentes horloges du quartier Beauvoisine, qui est plein de pensionnats, d'églises et de grands hôtels abandonnés. Ils ne se parlaient plus, mais ils sentaient, en se regardant, un bruissement dans leur tête, comme si quelque chose de sonore se fût réciproquement échappé de leurs prunelles fixes. Ils venaient de se joindre les mains, et le passé, l'avenir, les réminiscences et les rêves, tout se trouvait confondu dans la douceur de cette extase. La nuit s'épaississait. Sur les murs, où brillaient encore, à demi perdus dans l'ombre, les grosses couleurs de 4 estampes représentant 4 scènes de la tour de Nesle, avec une légende au bas, en espagnol et en français. Par la fenêtre à guillotine, on voyait un coin de ciel
noir entre des toits pointus. Elle se leva pour allumer 2 bougies sur la commode, puis elle vint se rasseoir. « Eh bien ?» fit Léon. « Eh bien ?» répondit-elle. Et il cherchait comment renouer le dialogue, interrompu, quand elle lui dit « D'où vient que personne, jusqu'à présent, ne m'a jamais exprimé des sentiments pareils ?» Le clerc se récria que les natures idéales étaient difficiles à comprendre. Lui, du premier coup d'œil, il l'avait aimée, et il se désespérait en pensant au bonheur qu'ils auraient eu si, par une grâce du hasard, se rencontrant plus tôt, ils se fussent attachés l'un à l'autre d'une manière indissoluble. « J'y ai songé quelquefois, reprit-elle. »« Quel rêve !» murmura Léon. Et, maniant délicatement le liseré bleu de sa longue ceinture blanche, il ajouta. « Qui nous empêche donc de recommencer ? » « Non, mon ami, répondit-elle. Je suis trop vieille. Vous êtes trop jeune. Oubliez-moi. D'autres vous aimeront. Vous les aimerez. Pas comme vous, s'écria-t-il. Enfant que vous êtes. Allons, soyons sages, je le veux. Elle lui représenta les impossibilités de leur amour, et qu'ils devaient se tenir, comme autrefois, dans les simples termes d'une amitié fraternelle. Était-ce sérieusement qu'elle parlait ainsi? Sans doute qu'Emma n'en savait rien elle-même, tout occupée par le charme de la séduction et la nécessité de s'en défendre, et, contemplant le jeune homme d'un regard attendri, elle repoussait doucement les timides caresses que ses mains frémissantes essayaient. « Ah! Pardon, dit-il en se reculant. Et Emma fut prise d'un vague effroi, devant cette timidité, plus dangereuse pour elle que la hardiesse de Rodolphe quand il s'avançait les bras ouverts. Jamais aucun homme ne lui avait paru si beau. Une exquise candeur s'échappait de son maintien. Il baissait ses longs cils fins qui se recourbaient. Sa joie, l'épiderme suave rougissait, pensait-elle, du désir de sa personne, et Emma sentait une invincible envie d'y porter ses lèvres. Alors, se penchant vers la pendule comme pour regarder l'heure. « Qu'il est tard, mon Dieu, dit-elle, que nous bavardons. » Il comprit l'allusion et chercha son chapeau. « J'en ai même oublié le spectacle. Ce pauvre Bovary qui m'avait laissé tout exprès. M. Lormeaux, de la rue Grand-Pont, devait m'y conduire avec sa femme. Et l'occasion était perdue, car elle partait dès le lendemain. »« Vrai ? » fit Léon. « Oui. »« Il faut pourtant que je vous voie encore, reprit-il, j'avais à vous dire. »« Quoi ? » ?»« Une chose. Grave, sérieuse. Eh. Non, d'ailleurs, vous ne partirez pas, c'est impossible. Si vous saviez. Écoutez-moi. Vous ne m'avez donc pas compris ? Vous n'avez pas deviné ? Cependant vous parlez bien, dit Emma. Ah, des plaisanteries. Assez, assez. Faites, par pitié, que je vous revoie. Une fois. Une seule. Eh bien. Elle s'arrêta, puis, comme se ravisant. Oh, pas ici. Où vous voudrez. Voulez-vous ? Elle parut réfléchir, et, d'un ton bref. Demain, à 11 heures, dans la cathédrale. J'y serai, s'écria-t-il en saisissant ses mains, qu'elle dégagea. Et, comme ils se trouvaient debout tous les deux, lui placés derrière elle et Emma baissant la tête, il se pencha vers son cou, et la baisa longuement à la nuque. Mais vous êtes fou. Ah, vous êtes fou, disait-elle avec de petits rires sonores, tandis que les baisers se multipliaient. Alors, avançant la tête par-dessus son épaule, il sembla chercher le consentement de ses yeux. Ils tombèrent sur lui, pleins d'une majesté glaciale. Léon fit 3 pas en arrière, pour sortir. Il resta sur le seuil. Puis il chuchota d'une voix tremblante. « À demain. » Elle répondit par un signe de tête, et disparut comme un oiseau dans la pièce à côté. Emma, le soir, écrivit au clerc une interminable lettre où elle se dégageait du rendez-vous. Tout maintenant était fini, et ils ne devaient plus, pour leur bonheur, se rencontrer. Mais, quand la lettre fut close,
Comme elle ne savait pas l'adresse de Léon, elle se trouva fort embarrassée. Je la lui donnerai moi-même, se dit-elle, il viendra. Léon, le lendemain, fenêtre ouverte et chantonnant sur son balcon, vernit lui-même ses escarpins, et à plusieurs couches. Il passa un pantalon blanc, des chaussettes fines, un habit vert, répandit dans son mouchoir tout ce qu'il possédait de senteur, puis, s'étant fait friser, se défrisa, pour donner à sa chevelure plus d'élégance naturelle. Il est encore trop tôt, pensa-t-il en regardant le coucou du perruquier, qui marquait 9 heures. Il lut un vieux journal de mode, sortit, fuma un cigare, remonta 3 rues, songea qu'il était temps, et se dirigea lestement vers le parvis Notre-Dame. C'était par un beau matin d'été. Des argenteries reluisaient aux boutiques des orfèvres, et la lumière qui arrivait obliquement sur la cathédrale posait demi-roidement à la cassure des pierres grises. Une compagnie d'oiseaux tourbillonnait dans le ciel bleu, autour des clochetons à trèfle, la place, retentissante de cris, sentait les fleurs qui bordaient son pavé, roses, jasmin, œillets, narcisses et tubéreuses, espacées inégalement par des verdures humides, de l'herbe au chat et du mouron pour les oiseaux, la fontaine, au milieu, gargouillait, et, sous de larges parapluies, parmi des cantaloupes s'étageant en pyramide, des marchandes, nu-tête, tournaient dans du papier des bouquets de violettes. Le jeune homme en prit un. C'était la première fois qu'il achetait des fleurs pour une femme, et sa poitrine, en les respirant, se gonfla d'orgueil, comme si cet hommage qu'il destinait à une autre se fût retourné vers lui. Cependant il avait peur d'être aperçu, il entra résolument dans l'église. Le Suisse, alors, se tenait sur le seuil, au milieu du portail à gauche, au-dessous de la Marianne dans son plumet en tête, rapière au mollet, canne au poing, plus majestueux qu'un cardinal et reluisant comme un Saint-Ciboire. Il s'avança vers Léon, et, avec ce sourire de bénignité pateline que prennent les ecclésiastiques lorsqu'ils interrogent les enfants. Monsieur, sans doute, n'est pas d'ici? Monsieur désire voir les curiosités de l'église? Non, dit l'autre. Et il fit d'abord le tour des bas-côtés. Puis il vint regarder sur la place. Emma n'arrivait pas. Il remonta jusqu'au chœur. La nef se mirait dans les bénitiers pleins, avec le commencement des ogives et quelques portions de vitrail. Mais le reflet des peintures, se brisant au bord du marbre, continuait plus loin, sur les dalles, comme un tapis bariolé. Le grand jour du dehors s'allongeait dans l'église en 3 rayons énormes, par les 3 portails ouverts. De temps à autre, au fond, un sacristain passait, en faisant devant l'autel l'oblique génuflexion des dévots pressés. Les lustres de cristal pendaient immobiles. Dans le chœur, une lampe d'argent brûlait, et, des chapelles latérales, des parties sombres de l'église, il s'échappait quelquefois comme des exhalaisons de soupirs, avec le son d'une grille qui retombait, en répercutant son écho sous les hautes voûtes. Léon, à pas sérieux, marchait auprès des murs. Jamais la vie ne lui avait paru si bonne. Elle allait venir tout à l'heure, charmante, agitée, épiant derrière elle les regards qui la suivaient, et avec sa robe à volants, son lorgnon d'or, ses bottines minces, dans toutes sortes d'élégances dont il n'avait pas goûté, et dans l'ineffable séduction de la vertu qui succombe. L'église, comme un boudoir gigantesque, se disposait autour d'elle, les voûtes s'inclinaient pour recueillir dans l'ombre la confession de son amour, les vitraux resplendissaient pour illuminer son visage, et les encensoirs allaient brûler pour qu'elle apparût comme un ange, dans la fumée des parfums. Cependant elle ne venait pas. Il se plaça sur une chaise et ses yeux rencontrèrent un vitrage bleu, où l'on voit des bateliers qui portent des corbeilles. Il le regarda longtemps, attentivement, et il comptait les écailles des poissons et les boutonnières des pourpoints, tandis que sa pensée vagabondait à la recherche d'Emma. Le Suisse, à l'écart, s'indignait intérieurement contre cet individu, qui se permettait d'admirer seul la cathédrale. Et lui semblait se conduire d'une façon monstrueuse, le voler en quelque sorte, et presque commettre un sacrilège.
met un froufrou de soie sur les dalles, la bordure d'un chapeau, un camail noir. C'était elle. Léon se leva et courut à sa rencontre. Emma était pâle. Elle marchait vite. Lisez, dit-elle en lui tendant un papier. Oh non. Et brusquement elle retira sa main, pour entrer dans la chapelle de la Vierge, où, s'agenouillant contre une chaise, elle se mit en prière. Le jeune homme fut irrité de cette fantaisie bigote, puis il éprouva pourtant un certain charme à la voir, au milieu du rendez-vous, ainsi perdu dans les oraisons, comme une marquise andalouse, puis il ne tarda pas à s'ennuyer, car elle n'en finissait. Emma priait, ou plutôt s'efforçait de prier, espérant qu'il allait lui descendre du ciel quelque résolution subite, et, pour attirer le secours divin, elle s'emplissait les yeux des splendeurs du tabernacle, elle aspirait le parfum des juliennes blanches, épanouies dans les grands vases, et prêtait l'oreille au silence de l'église, qui ne faisait qu'accroître le tumulte de son cœur. Elle se relevait, et ils allaient partir, quand le Suisse s'approcha vivement, en disant « Madame, sans doute, n'est pas d'ici? Madame désire voir les curiosités de l'église. » « Et non, s'écria le clerc. « Pourquoi pas? » reprit-elle. Car elle se raccrochait de sa vertu chancelante à la Vierge, aux sculptures, aux tombeaux, à toutes les occasions. Alors, afin de procéder dans l'ordre, le Suisse les conduisit jusqu'à l'entrée près de la place, où, leur montrant avec sa canne un grand cercle de pavés noirs, sans inscription ni ciselure. Voilà, fit-il majestueusement, la circonférence de la belle cloche d'Amboise. Elle pesait 40 000 livres. Il n'y avait pas sa pareille dans toute l'Europe. L'ouvrier qui l'a fondue en est mort de joie. Partons, dit Léon. Le bonhomme se remit en marche, puis, revenu à la chapelle de la Vierge, il étendit les bras dans un geste synthétique de démonstration, et, plus orgueilleux qu'un propriétaire campagnard, vous montrant ses espaliers. Cette simple dalle recouvre Pierre de Brézé, seigneur de la Varenne et de Brissac, grand maréchal de Poitou et gouverneur de Normandie, mort à la bataille de Montlhéry, le 16 juillet 1465. Léon, se mordant les lèvres, trépignait. Et, à droite, ce gentilhomme tout bardé de fer, sur un cheval qui se cabre, et son petit-fils Louis de Brézé, seigneur de Breval et de Montchauvet, comte de Maulevrier, baron de Mauny, chambellan du roi, chevalier de l'ordre et pareillement gouverneur de Normandie, mort le 23 juillet 1531, un dimanche, comme l'inscription porte, et, au-dessous, cet homme prêt à descendre au tombeau vous figure exactement le même. Il n'est point possible, n'est-ce pas, de voir une plus parfaite représentation du néant? Madame Bovary prit son lorgnon. Léon, immobile, la regardait, n'essayant même plus de dire un seul mot, de faire un seul geste, tant il se sentait découragé devant ce double parti pris de bavardage et d'indifférence. L'éternel guide continuait. Près de lui, cette femme à genoux qui pleurait son épouse. Diane de Poitiers, comtesse de Brézé, duchesse de Valentinois, née en 1499, morte en 1566, et, à gauche, celle qui porte un enfant, la Sainte Vierge. Maintenant, tournez-vous de ce côté, voici les tombeaux d'Amboise. Ils ont été tous les deux cardinaux et archevêques de Rouen. Celui-là était ministre du roi Louis XII. Il a fait beaucoup de bien à la cathédrale. On a trouvé dans son testament 30 000 écus d'or pour les pauvres. Et, sans s'arrêter, tout en parlant, il les poussa dans une chapelle encombrée par des balustrades, en dérangea quelques-unes, et découvrit une sorte de bloc, qui pouvait bien avoir été une statue mal faite. Elle décorait autrefois, dit-il avec un long gémissement, la tombe de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ce sont les calvinistes, monsieur, qui vous l'ont réduit en cet état. Et l'avaient, par méchanceté, enseveli dans de la terre, sous le siège épiscopal de Monseigneur. Tenez, voici la porte par où il se rend à son habitation, Monseigneur. Passons voir les vitraux de la gargouille. Mais Léon tira vivement une pièce blanche de sa poche et saisit Emma par le bras.
Le Suisse demeura tout stupéfait, ne comprenant point cette munificence intempestive, lorsqu'il restait encore à l'étranger tant de choses à voir. Aussi, le rappelant. Eh, monsieur. La flèche. La flèche. Merci, fit Léon. Monsieur a tort. Elle aura 440 pieds, 9 de moins que la grande pyramide d'Égypte. Elle est toute en fonte, elle. Léon fuyait, car il lui semblait que son amour, qui, depuis 2 heures bientôt, s'était immobilisé dans l'église comme les pierres, allait maintenant s'évaporer, telle qu'une fumée, par cette espèce de tuyau tronqué, de cage oblongue, de cheminée à jour, qui se hasarde si grotesquement sur la cathédrale comme la tentative extravagante de quelque chaudronnier fantaisiste. Où allons-nous donc? Disait-elle. Sans répondre, il continuait à marcher d'un pas rapide, et déjà, Madame Bovary trempait son doigt dans l'eau bénite, quand ils entendirent derrière eux un grand souffle haletant, entrecoupé régulièrement par le rebondissement d'une canne. Léon se détourna. Monsieur. Quoi? Et il reconnut le Suisse, portant sous son bras et maintenant en équilibre contre son ventre une vingtaine environ de forts volumes brochés. C'étaient les ouvrages qui frottaient de la cathédrale. Imbécile! Grommela Léon s'élançant hors de l'église. Un gamin polissonnait sur le parvis. Va me chercher un fiacre. L'enfant partit comme une balle, par la rue des Quatre Vents, alors ils restèrent seuls quelques minutes, face à face et un peu embarrassés. Ah! Léon. Vraiment. Je ne sais. Si je dois. Elle minaudait. Puis, d'un air sérieux. C'est très inconvenant, savez-vous? En quoi? Répliqua le clerc. Cela se fait à Paris. Et cette parole, comme un irrésistible argument, la détermina. Cependant le fiacre n'arrivait pas. Léon avait peur qu'elle ne rentrât dans l'église. Enfin le fiacre parut. Sortez du moins par le portail du nord, leur cria le Suisse, qui était resté sur le seuil, pour voir la résurrection, le jugement dernier, le paradis, le roi David, et les réprouvés dans les flammes d'enfer. Où monsieur va-t-il? Demanda le cocher. Où vous voudrez, dit Léon poussant Emma dans la voiture. Et la lourde machine se mit en route. Elle descendit la rue Grand-Pont, traversa la place des Arts, le quai Napoléon, le pont Neuf et s'arrêta court devant la statue de Pierre Corneille. Continuez, fit une voix qui sortait de l'intérieur. La voiture repartit, et, se laissant, dès le carrefour Lafayette, emportée par la descente, elle entra au grand galop dans la gare du chemin de fer. Non, tout droit, cria la même voix. Le fiacre sortit des grilles, et bientôt, arrivé sur le cours, trotta doucement, au milieu des grands ormes. Le cocher s'essuya le front, mit son chapeau de cuir entre ses jambes et poussa la voiture en dehors des contre-allées, au bord de l'eau, près du gazon. Elle alla le long de la rivière, sur le chemin de halage pavé de cailloux secs, et, longtemps, du côté d'Oissel, au-delà des îles. Mais tout à coup, elle s'élança d'un bond à travers Quatre-Mares, Sotteville, la Grande Chaussée, la rue d'Elbeuf, et fit sa troisième halte devant le jardin des plantes. Marchez donc! S'écria la voix plus furieusement. Et aussitôt, reprenant sa course, elle passa par Saint-Sever, par le quai des Curandiers, par le quai aux Meules, encore une fois, par le pont, par la place du Champ de Mars et derrière les jardins de l'hôpital, où des vieillards en veste noire se promènent au soleil, le long d'une terrasse toute verdie par des lierres. Elle remonta le boulevard Bouvreuil, parcourut le boulevard Cauchoise, puis tout le mont Riboudet, jusqu'à la côte de Deville. Elle revint, et alors, sans parti pris ni direction, au hasard, elle vagabonda. On la vit à Saint-Paul, à l'Escure, au Mont-Gargan, à la Rougemare, et place du Gaillard-Bois, rue Maladrerie, rue Dinandry, devant Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nicaise, devant la douane, à la basse vieille tour, aux Trois-Pipes et au cimetière monumental. De temps à autre, le cocher sur son siège jetait au cabaret des regards désespérés. Il ne comprenait pas quelle fureur de la locomotion poussait ces
individu à ne vouloir point s'arrêter. Il essayait quelquefois, et aussitôt il entendait derrière lui partir des exclamations de colère. Alors il cinglait de plus belle ses deux rosses tout en sueur, mais sans prendre garde au chaos, accrochant par-ci par là, ne s'en souciant, démoralisé, et presque pleurant de soif, de fatigue et de tristesse. Et sur le port, au milieu des camions et des barriques, et dans les rues, au coin des bornes, les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis devant cette chose si extraordinaire en province, une voiture à store tendu, et qui apparaissait ainsi continuellement, plus close qu'un tombeau et ballotté comme un navire. Une fois, au milieu du jour, en pleine campagne, au moment où le soleil dardait le plus fort contre les vieilles lanternes argentées, une main nue passa sous les petits rideaux de toile jaune et jeta des déchirures de papier, qui se dispersèrent au vent et s'abattirent plus loin, comme des papillons blancs, sur un champ de trèfle rouge tout en fleurs. Puis, vers 6 heures, la voiture s'arrêta dans une ruelle du quartier Beauvoisine, et une femme en descendit qui marchait le voile baissé, sans détourner la tête. 2. En arrivant à l'auberge, Madame Bovary fut étonnée de ne pas apercevoir la diligence. Hiver, qui l'avait attendu 53 minutes, avait fini par s'en aller. Rien pourtant ne la forçait à partir, mais elle avait donné sa parole qu'elle reviendrait le soir même. D'ailleurs, Charles l'attendait, et déjà elle se sentait au cœur cette lâche docilité, qui est, pour bien des femmes, comme le châtiment tout à la fois, et la rançon de l'adultère. Vivement elle fit sa malle, paya la note, prit dans la cour un cabriolet, et, pressant le palefrenier, l'encourageant, s'informant à toute minute de l'heure, et des kilomètres parcourus, parvint à rattraper l'hirondelle, vers les premières maisons de Quincampoix. À peine assise dans son coin, elle ferma les yeux et les rouvrit. Au bas de la côte, où elle reconnut de loin Félicité, qui se tenait en vedette devant la maison du maréchal. Hiver retint ses chevaux, et la cuisinière, se haussant jusqu'au vasistas, dit mystérieusement: Madame, il faut que vous alliez tout de suite chez Monsieur Homais. C'est pour quelque chose de pressé. Le village était silencieux comme d'habitude. Au coin des rues, il y avait de petits tas roses qui fumaient l'air, c'était le moment des confitures, et tout le monde à Yonville confectionnait sa provision le même jour. Mais on admirait devant la boutique du pharmacien, un tas beaucoup plus large, et qui dépassait les autres de la supériorité qu'une officine doit avoir sur les fourneaux bourgeois, un besoin général sur des fantaisies individuelles. Elle entra. Le grand fauteuil était renversé, et même le fanal de Rouen gisait par terre, étendu entre les deux pilons. Elle poussa la porte du couloir, et, au milieu de la cuisine, parmi les jarres brunes pleines de gros égrenets, du sucre râpé, du sucre en morceaux, des ballons sur la table, des bassines sur le feu, elle aperçut tous les Homais, grands et petits, avec des tabliers qui leur montaient jusqu'au menton et tenant des fourchettes à la main. Justin, debout, baissait la tête, et le pharmacien criait: Qui t'avait dit de l'aller chercher dans le Capharnaüm? Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il? Ce qu'il y a, répondit l'apothicaire. On fait des confitures, elles cuisent, mais elles allaient déborder à cause du bouillon. Trop fort, et je commande une autre bassine. Alors, lui, par mollesse, par paresse, a été prendre, suspendu à son clou dans mon laboratoire, la clé du Capharnaüm. L'apothicaire appelait ainsi un cabinet, sous les toits, plein des ustensiles et des marchandises de sa profession. Souvent il y passait seul de longues heures à étiqueter, à transvaser, à reficeler, et il le considérait non comme un simple magasin, mais comme un véritable sanctuaire, d'où s'échappaient ensuite, élaborées par ses mains, toutes sortes de pilules, bols, tisanes, lotions et potions, qui allaient répandre aux alentours sa célébrité. Personne au monde n'y mettait les pieds, et il le respectait si fort, qu'il le balayait lui-même. Enfin, si la pharmacie, ouverte à tout venant, était l'endroit où il étalait son orgueil, le Capharnaüm était le refuge où, se concentrant égoïstement, Homais se délectait dans l'exercice de ses prédilections, aussi l'étourderie de Justin lui paraissait-elle
monstrueuse d'irrévérence, et, plus Rubicon que les groseilles, il répétait. Oui, du Capharnaüm. La clé qui enferme les acides avec les alcalis caustiques. Avoir été prendre une bassine de réserve. Une bassine à couvercle. Et dont jamais peut-être je ne me servirai. Tout a son importance dans les opérations délicates de notre art. Mais que diable! Il faut établir des distinctions et ne pas employer à des usages presque domestiques ce qui est destiné pour les pharmaceutiques. C'est comme si on découpait une poularde avec un scalpel, comme si un magistrat. Mais calme-toi, disait Madame Homais. Et Athalie, le tirant par sa redingote. Papa. Papa. Non, laissez-moi. Reprenait l'apothicaire, laissez-moi. Fichtre. Autant s'établir, épicier, ma parole d'honneur. Allons, va. Ne respecte rien. Casse. Brise. Lâche les sangsues. Brûle-la. Guimauve. Marine des cornichons dans les bocaux. Lacerlé. Bandage. Vous aviez pourtant, dit Emma. Tout à l'heure. Sais-tu à quoi tu t'exposais? N'as-tu rien vu, dans le coin, à gauche, sur la 3e tablette? Parle, réponds, articule quelque chose. Je ne sais pas, balbutia le jeune garçon. Ah, tu ne sais pas. Eh bien, je sais, moi. Tu as vu une bouteille, en verre bleu, cachetée avec de la cire jaune, qui contient une poudre blanche, sur laquelle même j'avais écrit « Dangereux ». Et sais-tu ce qu'il y avait dedans? De l'arsenic. Et tu vas toucher à cela. Prendre une bassine qui est à côté. À côté. S'écria Madame Homais en joignant les mains. De l'arsenic? Tu pouvais nous empoisonner tous. Et les enfants se mirent à pousser des cris, comme s'ils avaient déjà senti dans leurs entrailles d'atroces douleurs. Ou bien empoisonner un malade. Continuait l'apothicaire. Tu voulais donc que j'allasse sur le banc des criminels, en cour d'assises, me voir traîner à l'échafaud? Ignores-tu le soin que j'observe dans les manutentions, quoique j'en ai cependant une furieuse habitude. Souvent je m'épouvante moi-même, lorsque je pense à ma responsabilité. Car le gouvernement nous persécute, et l'absurde législation, qui nous régit est comme une véritable épée de Damoclès suspendue sur notre tête. Emma ne songeait plus à demander ce qu'on lui voulait, et le pharmacien poursuivait en phrases haletantes. Voilà comme tu reconnais les bontés qu'on a pour toi. Voilà comme tu me récompenses des soins tout paternels que je te prodigue. Car, sans moi, où serais-tu? Que ferais-tu? Qui te fournit la nourriture, l'éducation, l'habillement, et tous les moyens de figurer un jour, avec honneur dans les rangs de la société. Mais il faut pour cela suivre ferme sur l'aviron, et acquérir, comme on dit, du calome. Souligné fabricando fil Faber, H. Code Agi. Souligné. Il citait du latin, tant il était exaspéré. Il eût cité du chinois et du groenlandais, s'il eût connu ces deux langues, car il se trouvait dans une de ces crises où la matière montre indistinctement ce qu'elle enferme, comme l'océan, qui, dans les tempêtes, s'entr'ouvre depuis les fucus de son rivage jusqu'aux sables de ses abîmes.